juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va parler long, très long, très long avec notre invité. Mais avant de parler de l'invité, eh bien, je vous présente comme d'habitude mon co-animateur Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et notre invité du jour est effectivement quelqu'un qui est un adepte du long, du très long et qui a commencé il y a quelques temps déjà. En tout cas, Olivier et moi, on n'était même pas encore nés. Je veux parler de Pascal Piche. Salut Pascal. Bonjour. Alors Pascal, on a pour tradition dans ce podcast de demander à notre invité de se présenter rapidement. Mais pour toi, je viens de te lancer une petite pique. Il va falloir que tu rajoutes aussi l'année de naissance et ton âge. Donc dis-nous tout. Qui est Pascal Piche ? Alors, moi, je suis né en 1964, donc c'était hier. J'ai donc 59 ans et donc ma spécialité, c'est l'ultra triathlon. L'ultra triathlon. Bon, alors déjà, t'es pas venu à l'ultra triathlon comme ça du jour au lendemain. Il va falloir que tu reviennes avec nous sur ce petit déclic que t'as eu. Et puis, tu es né en 1964, donc t'as 59 ans. J'ai presque envie de te demander, comme je demande à beaucoup de nos invités, quel est ton premier souvenir de sport? Mais toi, ça remonte déjà. Ah ouais, ça remonte parce que en fait j'ai commencé par le foot parce que mon père avait été pro au Red Star, donc j'ai commencé par le foot. Puis rapidement je suis parti au judo parce que le foot ça me gonflait un peu. Et en fait j'ai fait mes premières armes au judo en compétition de haut niveau. Et voilà, donc en fait je suis plus issu du judo moi au départ, ouais. Tu dis judo comme ça, mais bon, on a triché, hein. T'as un site web où on peut aller voir ton palmarès, etc. Donc voilà, on a regardé un petit peu, on a plein de questions pour toi évidemment. Avant de parler d'ultra triathlon, effectivement, je vois que tu étais ceinture noire de judo à 15 ans. Ouais, tout à fait, ouais. Deuxième dan à 17 ans, 5 fois champion de l'Essonne, 1 fois champion du Gard, 3 fois champion Île-de-France. Donc t'étais quand même chaud en judo. Ouais, c'est une discipline dans laquelle j'ai performé. Et puis en fait après avec les blessures et tout ça, voilà, j'ai un peu arrêté, mais c'est vraiment un sport que j'aimais quoi et pour lequel j'étais pas trop mauvais, ouais. Non, parce que c'est quand même assez courant de dire oui, moi quand j'étais jeune, je faisais du judo. Je pense que tous les enfants ont fait du judo un jour dans leur vie. Donc c'est quelque chose de très banal de dire ouais, moi j'ai fait du judo, c'était un de mes premiers sports, j'ai fait du judo, mais toi pour le coup t'as quand même été un peu plus loin quoi. ouais complètement, et j'allais même à partir de 15 ans j'allais à l'INSEP 2 fois par semaine m'entraîner avec les cadors de l'époque qui étaient des gars comme Thierry Ray, Jean-Luc Rouget, les frères Vachon, et compagnie, tous les mecs qui ont marqué l'histoire du judo français, ouais. Et toi du coup ça t'est venu, le judo tu commences à quel âge pardon? J'ai commencé, j'avais 11 ans. En 4 ans, t'es passé de ceinture blanche à ceinture noire. Ouais. C'est pas commun. Comment, il s'est passé quoi? Parce que c'est vrai que, pour le coup, j'ai fait du judo. Je crois que j'ai fait judo, aikido, karaté, taekwondo. J'en ai fait pas mal, mais en général, c'était plutôt 1 an, une ceinture, quoi, grosso modo. Ouais, en gros, c'est ça. Mais d'ailleurs, mon frère avait commencé en parallèle, en même temps que moi. Et moi, j'étais ceinture bleue qui venait juste de passer sa ceinture jaune, quoi. Donc, ouais, je pense que j'étais pas trop mauvais. Et puis j'apprenais vite. Et puis, mon rêve, ça a rapidement été de vouloir devenir champion du monde, quoi. Voilà, c'était mon premier rêve. J'avais dit que je serais champion du monde. Bon, c'est malvenu. Je suis champion du monde de triathlon, mais pas de judo. Mais bon. On reste dans l'idée, quoi. Bon, ça reste un championnat du monde quand même. Et ton frère, c'est ton grand frère, ton petit frère jumeau? C'est moi l'aîné, ouais. Bon, donc du coup, ça expliquait que t'as été un peu quand même un petit peu plus vite que lui, mais il se passe quoi, j'imagine, même le prof, il avait pas l'habitude de faire passer des ceintures aussi vite. Comment t'as fait toi pour aller aussi vite? Alors en fait, il y avait 2 passages de grade par an au club, donc je faisais les 2. Donc je suis monté de ceinture en ceinture 2 fois 2 fois à chaque fois. Et comme rapidement j'ai fait des compètes et que j'ai vite été champion de l'Essonne, champion d'Île-de-France, j'ai vite eu les points pour passer la noire, quoi. Et quand t'as 15 ans, puisque c'était l'âge légal à l'époque, j'ai eu la possibilité de passer ma noire, j'avais déjà les points et j'avais plus qu'à passer les katas
j'ai rapidement été noir, ouais. Donc tu dis c'est l'âge légal, il y en a beaucoup des ceintures noires à 15 ans? À l'époque, on n'était pas beaucoup, hein, j'avoue. Sur les compètes, d'ailleurs, quand tu arrivais avec une ceinture noire, on te regardait un peu. Enfin voilà, t'étais un peu le favori, quoi. Donc à nos âges, ouais, c'était pas court. En disant que les mecs passaient leur ceinture noire plutôt vers 16 ans et demi, 17 ans, quoi. Parce que quand tu dis les compétitions, c'était les combats, du coup? Ouais, tout à fait, ouais. Et dans les combats, t'étais par catégorie d'âge et pas par ceinture? Oui, bien sûr, il y a jamais de catégorie par ceinture, c'est toujours par catégorie d'âge, quoi. Donc tu te retrouvais avec des gars qui étaient ceinture jaune, ceinture orange. Ah bah ma première compète, j'étais ceinture jaune. Et les mecs étaient tous ceinture verte, bleue, voire même marron, parce qu'il y a des clubs qui distribuent un peu. Et ça m'a pas empêché de gagner, quoi. Donc mon prof, il me disait toujours, la ceinture, elle sert qu'à tenir le pantalon, quoi. Ok, et ça doit être... Non, elle sert à tenir la veste du kimono. Ouais, pour le coup, ouais. Mais ça doit être flippant un peu, non? Quand t'as 15 ans, t'es ceinture jaune et tu vois un mec qui débarque ceinture noire, j'imagine, ils ont dû flipper un peu. Ouais, bah après, moi, c'est vrai que je me mettais pas dans la tête des autres, je me mettais plus dans la mienne, mais quelque part, j'avais en mémoire quand moi j'étais ceinture jaune et qu'il y avait des mecs qui étaient verts, bleus, marron, et que moi je flippais un peu, ouais. Donc après, je me suis dit bon bah chacun son tour, hein, puis on verra. Bon, excellent. Ça, c'était début dans le sport. Qu'est-ce qui a fait que tu as pas continué avec le judo? Bah, je le disais, hein, les blessures. En fait, quand je suis parti faire mon service militaire, à l'époque ça se faisait encore, je devais partir au bataillon de Joinville. Et 2 mois et demi avant de partir, en fait, il y a un gars qui a fait une meilleure perf que moi au France, ou peut-être qu'il y avait plus de pistons, je sais pas. Enfin bon, voilà. On m'a dit, bah, tu pars plus à Joinville. Donc, il a fallu que je fasse un choix rapide. Je suis parti dans un régiment parachutiste. Et du coup, bah, pendant 1 an et demi, j'ai élevé un peu plus le pied sur le judo, quoi. Voilà. Et donc, en ressortant, c'était un peu plus compliqué pour se remettre dans le bain, quoi. Bon alors du coup, tu sors du service militaire. En plus, c'est vraiment l'ancien service militaire parce que avant qu'il soit supprimé, on était passé à un petit peu moins de 12 mois. Toi, t'en as fait 18. Alors moi, j'en ai fait 18 plus 6. J'en ai pas fait 18. J'en ai fait 12 de service militaire plus 8 derrière de VSL. Et voilà, donc j'ai fait 20 mois au 1er hussard parachutiste à Tarbes. Ouais. Donc tu sors de là avec un peu moins d'expérience dans le judo, mais un peu plus d'expérience dans plein d'autres choses, et j'imagine plus de maturité, plus d'expérience dans la vie. C'est quoi la suite de l'histoire sportive de Pascal Piche une fois que tu as raccroché le parachute? Alors en fait, moi je suis parti à Beyrouth et où j'ai été blessé, donc je suis revenu dans le civil, j'avais pris du poids et tout ça, mais j'avais toujours en tête ce rêve de devenir champion du monde, quoi. Donc j'ai quand même repris le judo, j'ai refait des résultats, pas tout à fait les mêmes qu'avant, mais voilà, j'ai continué à faire des résultats et j'ai passé mon brevet d'état et là je me suis dit est-ce que je continue dans la voie judo ou est-ce que je trouve autre chose, et c'est la période où le triathlon arrivait en France, donc on est en 1985, 6, 7 là à peu près dans ces eaux-là, et je dis tiens, il y a un petit triathlon qui va s'organiser dans un village à côté de chez moi, je vais tenter. Et voilà. Et comment je débarque dans le triathlon sur ce qu'à l'époque on appelait des formats promotion. Et là, du coup, t'as gagné, t'es arrivé premier, alors que t'étais amateur et que t'étais sur un VTT, c'est ça, et que le pneu était crevé? Non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, je nageais comme une clé à molette, donc ça a été compliqué. J'ai dû faire, il y avait 700 mètres à faire en natation, j'ai dû faire 100 mètres en crawl et le reste en brasse. En vélo, j'étais plutôt fort, donc je suis revenu sur l'avant. Et en course à pied, j'étais pas préparé à l'enchaînement et j'ai fini les 2 jambes tendues avec des crampes et j'ai dû finir, je sais pas, 15, 16e, enfin dans ces eaux-là, quoi. J'en ai vraiment chié, ouais, c'est le cas de le dire, j'en ai chié. Ouais, 15, 16e sur combien? Je sais pas, on était 150 peut-être, quoi. C'est pas mal, t'es quand même dans le 10%. Ouais, mais bon, c'était, enfin, par rapport à ce que j'avais imaginé, j'étais loin de ce que je m'étais imaginé. Ouais. Parce que toi, tu t'es imaginé quoi, du coup, le podium, quoi? Bah ouais, moi je m'étais dit, vu mon passé en vélo, parce que j'avais fait un peu de cyclisme aussi, la course à pied, pour le judo, j'ai toujours couru. Je me suis dit, ouais, ça va
ouais, je vais faire un carton, quoi. Mais en fait, j'ai tellement donné à vélo que je suis arrivé les cannes raides et ça a été compliqué de courir. Ouais. Tu sais que sur le podcast, on a aussi reçu Yves Cordier et Georges Bellobre, le papa de Fred Bellobre. Donc ça doit être des noms forcément, si tu as commencé le triathlon au début du tri en France, qui doivent te parler. Ah bah moi j'ai couru avec le père de Fred, hein, puisque moi je suis originaire de l'Essonne, donc lui il était il Poissy. était dans le Poissy, ouais c'est ça, donc dans le coin, donc on faisait toutes les courses en Île-de-France, on les faisait ensemble. Et Yves, comme je suis passé rapidement du courte distance à la longue distance, bah j'ai couru avec lui à Vienne, etc. Enfin sur des courses Nice et compagnie, quoi. Ouais. Joli. Tiens, on dévoile un petit peu, dans quelques semaines, on enregistrera aussi avec Eddy Kern, je sais pas si ça te parle, mais qui fait partie de la même génération que vous. Ouais, c'est possible, ouais. Bon alors, donc tu découvres le triathlon avec cette déconvenue, entre guillemets, il paraît que ce sont les échecs qui nous forgent. Tu passes la ligne et qu'est-ce que tu te dis? Parce qu'en général, quand tu passes la ligne à l'envers, juste avant de passer la ligne, tu te dis plus jamais, tu passes un pied, tu commences à réfléchir, tu passes le deuxième pied, tu dis alors, c'est quoi la prochaine? Donc toi, t'étais dans quel état d'esprit? Alors moi, je me suis dit, je vais me préparer et je vais revenir l'année prochaine et je vais tout flinguer. Donc en fait, je me suis préparé, je me suis entraîné tranquillou. Et l'année d'après, la course n'a pas eu lieu. Mais j'ai attaqué les triathlons, je vais dire, traditionnels du circuit normal. Et donc l'année suivante, j'ai fait un promo, 2 ou 3 courtes distances, un moyenne distance qui à l'époque était la référence, qui était le triathlon d'Avignon, Nice et Embrun. Boum, d'entrée. En année 2. Donc voilà. Et là, j'ai commencé à me régaler un petit peu. Ouais. Donc, tu étais sur du long directement dès la dernière année, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis. Ouais, Embrun, c'était quoi? T'étais dans les premières éditions, du coup? D'Embrun, ouais, bah oui, carrément, puisque c'était en 87 ou 88, je sais plus, ouais. Donc, on faisait pas encore 2 boucles, on faisait pas encore une boucle, on faisait 2 boucles autour d'Embrun, quoi, ouais. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait... pourquoi est-ce que tu t'es dit je vais aller sur du long plutôt que sur du court? Tu te sentais plus endurant qu'explosif? Alors déjà... Plus de chance à ce niveau-là, ou bien c'était plus le côté un peu challenging, quoi. C'est clair que c'est un plus gros défi, évidemment, il y a plus de distance, plus de kilomètres. Alors au début, c'était plus pour me dire je vais faire du long parce que j'y trouvais plus mon plaisir, entre guillemets. J'étais pas un super coureur à pied parce qu'en fait je me faisais pas confiance et pendant des années j'ai couru un peu comme un Nasbrock là, à faire des bornes mais sans chercher à faire de vitesse et finalement après tardivement parce qu'un pote est venu en stage à la maison, il m'a fait faire de la piste. Et rapidement on faisait des séries à, je sais pas, par exemple pour te donner une idée, on faisait des séries sur 400 en une 16, une 17 quoi. Et il m'a dit mais tu sais courir vite abruti, pourquoi tu te rentres pas dedans quoi. Et en fait je savais pas et voilà, et donc après petit à petit j'ai changé ma façon de travailler, mais au début je courais, j'allais faire un footing, je faisais 15 bornes, 20 bornes mais toujours à 12 à l'heure, 13 à l'heure sans chercher à mettre de l'intensité quoi. Donc c'était plus, je pense que j'ai fait du long au départ, plus parce que je pensais que j'étais mauvais en course à pied, je me faisais pas confiance quoi, c'était plus ça. Alors du coup, année 2, quelques cours, 2 longs, notamment Nice et Embrun, qui maintenant sont juste parmi les triathlons les plus connus au monde et les plus difficiles. Comment est-ce que tu enchaînes sur l'année 3, 4 et les suivantes? Parce que nous, on connaît ton histoire un petit peu, mais j'aimerais bien comprendre ce passage, parce que année 3, on est en 87, 88, on est en 2023, donc il y a encore quelques années à dérouler là. Ouais, en fait, après, j'ai continué à faire du long. Alors, je faisais toujours un petit peu de cours, tout ça, mais j'ai continué à faire du long. Et en 1990, je me dis, tiens... il y a le Téléthon. J'avais vu l'année d'avant le Téléthon qui existait. Et je me dis, je ferais bien un truc pour le Téléthon. Et par hasard, dans Triathlète Magazine, qui était à l'époque la référence, je vois un article sur un mec qui s'appelait Dominique Garcin et qui détenait le record du monde des 24 heures, où donc il avait fait 8 heures de natation, 8 heures de vélo, 8 heures de course à pied. Et je me dis, putain, je vais y taper son record à lui.
Et du coup, je prends attache avec lui qui habitait aux États-Unis. C'était un Français, mais il vivait aux États-Unis. Et je lui dis donc, alors à l'époque, il n'y avait pas de mail, hein, on est d'accord, hein, c'était par courrier, etc. Hein. Donc je lui envoie un courrier aux US. Et je lui dis, voilà, je voudrais bien m'attaquer à ton truc. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Et super sympa, il me répond, ouais, bien sûr. Donc voilà, il m'explique un peu comment lui il travaillait, comment il voyait les choses. Et le Téléthon, c'était 30 heures. Et je me dis, bon, allez, je vais faire 10 heures de natation, 10 heures de vélo, 10 heures de course à pied. Donc je suis allé voir des sponsors potentiels, etc. Les gens, ils m'ont tous pris pour un cinglé. Ils m'ont dit, t'es complètement à la masse, on est en plein hiver, le Téléthon, on est en plein hiver, on est en région parisienne. Ça me paraît injouable, ton truc. Mais bon, ok, on te suit, quoi. Et voilà. Et j'ai monté le projet. Et bing, j'ai explosé au passage le record de Garcin. Et puis voilà, quoi. Et en avant. Ouais, j'avais découvert ma vocation, quoi, en fait. Et après, ça a toujours été d'année en année, toujours plus. J'ai rarement fait moins que ce que j'avais fait l'année d'avant, quoi. J'aime pas faire des choses que j'ai déjà fait. Et du coup, j'essaye toujours de pousser un petit peu la machine pour voir jusqu'où le corps est capable d'aller. Et au fur et à mesure, on découvre que le corps humain, c'est une machine formidable, quoi. Attends, et donc ça, on est en quelle année là? 1990, le premier okay. défi, ouais. 1990, très bien. Donc ça fait 33 ans. Et chaque année, t'as fait plus? Ouais. Toujours. Ok. Bon bah écoute, on va faire la ligne du temps. Hein. Donc 90, ok. 91, il se passe quoi? En 91, pour le Téléthon, toujours le Téléthon, parce qu'en fait moi, depuis que je fais ce genre de truc, j'ai toujours eu à cœur de le faire pour des associations caritatives ou des causes, etc., qui touchent des enfants. Et donc je me dis, tiens, je vais remettre le couvert pour le Téléthon. Et donc je regarde ce qui se fait dans le monde. Et il existait un double Ironman, un triple Ironman, mais il n'y avait pas plus. Et je me dis, putain, je vais faire un 6. Et je monte un projet, et bing, pour le Téléthon, je refais carrément un sextuple, quoi. Et donc 24 bandes de natation, 1080 en vélo, 256 à pied, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Et puis voilà, quoi. Et je fais ça en 6 jours. Donc on est toujours en région parisienne, il fait toujours hyper froid, enfin c'est une galère, quoi, mais pour moi c'est un vrai bonheur, quoi. Et en fait je m'aperçois que plus j'en fais et mieux je me sens, enfin plus je me sens dans mon élément, le fait de faire les distances, mais surtout de combattre le sommeil, d'aller contre le sommeil, etc. Et là pour moi ça devient un vrai bonheur, quoi. Bon, on va peut-être pas les repasser tous en revue. Je te laisse peut-être revenir sur les plus marquantes. Alors, Olivier le disait, il y a des choses qui sont assez bien expliquées sur ton site internet. Il y a un petit peu ton palmarès, tes records. Donc là, tu nous dis que tu as fait un sextuple Ironman en 6 jours. T'es monté jusqu'où? Je suis allé jusqu'à 13. Mais bon, j'avais été blessé. Enfin, celui-là, il était un peu tordu. Mais le plus marquant, je vais dire que c'est ma première victoire au championnat du monde sur un DK Ironman au Mexique en 2000. Voilà, là, on est vraiment dans le cadre d'une compète. On n'est plus dans le cadre d'un défi perso, d'un challenge et tout ça. On est dans le cadre d'une compète internationale organisée par la Fédé internationale d'ultra triathlon. On est au Mexique avec tout ce que ça comporte, comme magouille et compagnie, mais bon, on est au Mexique. Et, Attends, ça veut dire quoi, ça, comme magouille et compagnie? C'est organisé donc au Mexique par un Mexicain qui est président de notre fédé, et donc tu as des concurrents mexicains, et voilà, après on va s'apercevoir au fil du temps que les mecs, quand ils vont dormir, ils continuent à faire des tours, et que toi on t'en enlève, quoi. Enfin voilà, un peu le truc, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je dis les magouilles mexicaines, parce qu'on le sait, dans le sport, quand quelque chose est organisé au Mexique, c'est toujours chaud, quoi. T'as intérêt à compter tes tours, quoi. Strava n'existait pas à l'époque? Non. Au final, bon, ça a été t'as gagné, donc j'imagine c'était avec les magouilles ou sans les magouilles? Ouais, alors j'ai gagné, en fait. J'ai gagné en 8 jours, 3 heures et 27 minutes. Pendant 6 jours et demi, j'avais un Mexicain derrière moi qui était toujours à peu près 3 heures derrière moi.
Et en fait, où on a commencé à se poser des questions, c'est que quand le mec allait dormir, il restait toujours 3 heures derrière moi, quoi, tu vois. Donc à un moment, on s'est dit, c'est pas possible, le mec il vient de dormir 3 ou 4 heures, et il est toujours au même nombre de tours. Donc là, on a commencé à compter les tours, et on s'apercevait que moi, il m'en manquait, et que lui, on lui en rajoutait, quoi. Donc en fait, après, on est allé gueuler, on a surveillé de très très près, et quand en fait on a levé le paie, le mec, dans les 2 derniers jours, il a pris 24 heures dans les carreaux, quoi. Voilà. Donc il finit deuxième, mais à 24 heures. Donc là, il faisait vraiment ses tours, et quand il dormait, quoi. Voilà. Donc, mais en fait, si on n'avait pas farfouillé, on se serait fait baguer, quoi. On a même essayé de faire passer un contrôle antidopage positif, et quand j'ai demandé la contre-expertise, comme par hasard, c'était négatif, quoi. Donc bon, on t'envoie un contrôle antidopage sur une feuille blanche comme ça, il y a marqué positif, mais on sait pas à quoi, ni comment, ni rien. Enfin, c'est Mexique, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Bon, écoute, et ça c'était en 2000, donc 2000, espérons que ça ait changé depuis. Ouais, déjà il est plus président, donc il y a moins de magouilles. Ouais, ça aide. Et un DK Ironman, donc c'est 10 Ironman. Raconte-nous un petit peu, ça se passe comment? Alors donc on fait toute la natation, tout le vélo, toute la course à pied, hein, on est d'accord, parce qu'il existe aussi des épreuves qui font 10 Ironman, mais un Ironman par jour, ce qui est quand même plus facile, puisque tu peux dormir, etc. Donc c'est quand même plus cool. Là tu as 38 km de natation, que moi j'ai fait en 11h07 je crois, je sors premier de l'eau. Et après, tu attaques le vélo. Alors, pour des raisons de sécurité, le circuit vélo, c'est une boucle de 2 km dans un parc. Et la course à pied, c'est la même boucle de 2 km, mais dans l'autre sens, quoi. Histoire de changer, pour pas que tu deviennes fou. Et voilà. Et donc, le but du jeu, c'est d'enchaîner les kilomètres en dormant le moins possible, puisque le chrono, comme sur un triathlon traditionnel, hein, le chrono se met en route au moment où on démarre, et il s'arrête quand on passe la ligne, quoi. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de dormir le moins possible. Ta stratégie sur ce genre d'événement, ça ressemble à quoi? Enfin, je veux dire, tu fais des nuits, tu fais des pauses, tu vas dormir 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, ou tu te fais des nuits quand même de 3-4 heures à chaque fois et puis tu reprends? Non, alors c'est quoi la stratégie? En fait, j'étais parti donc dans l'objectif de faire à peu près 40 heures sans dormir. Comme j'étais en tête, en plus ça facilitait un peu les choses, donc j'ai fait les 40 premières heures à peu près sans dormir. Je suis allé dormir 2 heures, et après je dormais 2 heures par 24 heures à peu près, d'affilée, hein, donc 2 cycles de sommeil. En fait c'est pas tout à fait 2 heures, c'est 1h50 et quelque chose, puisque mes cycles de sommeil sont à 55 minutes. Donc je prenais 2 cycles complets, et je reprenais le vélo, le vélo ou la course à pied. Et à la fin, comme j'avais vraiment beaucoup d'avance, je me suis offert une nuit de 3 heures pour vraiment bien me rebecter et partir en course à pied plus serein, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est le sommeil, c'est vraiment un truc hyper important. Et d'ailleurs, on a fait une étude avec l'INSEP sur le sommeil pendant mes épreuves et tout ça, et eux ont trouvé ça hyper intéressant. Et ça sert même aujourd'hui pour les athlètes dits traditionnels qui pratiquent n'importe quelle discipline, pour expliquer que les phases de sommeil dans la récup, c'est important, quoi. Et si on revient un petit peu sur tes temps, du coup, tu disais 38 km de natation en 11h07. Ouais. C'est quand même assez rapide, ça. Ouais, ça fait 3008, ça fait 3000, à peu près 3 km 5 à l'heure, quoi, ouais. En 1h0, enfin, en un peu plus d'une heure par 3 km 8. Après, quand j'ai gagné l'Ironman de Moorea à Tahiti, j'ai nagé en 54-37, je crois, un truc comme ça. Donc, disons que la natation, c'est quand même devenu ma partie très forte. Oui, parce que tu disais je nageais mal, mais enfin là... Ah ouais, non, mais après j'ai bossé, hein. C'est pas arrivé tout seul, hein. Ouais, j'ai bossé. Ok, et 1800 km à vélo, tu fais
3 tu fais jours. quoi comme moyenne là-dessus? Alors, de tête, je sais pas, je vais pas te le dire. Je sais que je suis resté 3 jours sur le vélo à peu près. Un poil plus de 3 jours. Et en course à pied, à peu près pareil. Je m'étais fixé de faire 3 marathons par jour. Attends, je dis pas de conneries. 4 marathons par jour le premier jour, 3 le deuxième jour, et finir comme je pouvais. Et donc j'ai fait 4, 3, 3. Ouais. Donc à peu près 3 jours aussi sur le dernier. Sur les 3 derniers. Et là, sur les marathons, tu faisais quoi? Tu faisais un marathon et puis tu t'arrêtais, tu faisais des pauses? Enfin, ça se passe comment? Comme la boucle a fait 2 km, tu t'arrêtes au ravitaillement. Enfin, tu t'arrêtes. Au début, tu prends et tu continues à courir. Et puis, plus le temps passe, plus les jours avancent, t'es quand même un peu... t'es quand même un peu arrangé. Hein. Donc, tu vas t'arrêter, tu vas prendre 30 secondes, 1 minute pour manger, boire, et tu vas repartir, etc. Après, moi, je suis plus dans cet état d'esprit. À l'époque, il y avait un mec qui marchait très très fort qui s'appelait Emmanuel Conro, qui était aussi un très très bon coureur à pied puisqu'il a été champion de France des 24 heures, je crois, ou un truc comme ça. Il a gagné les 100 km de Millau. Enfin bon, un très très bon coureur à pied. Et lui, il disait, moi, je m'arrête pas parce que si je m'arrête, je repars pas. Donc voilà. Donc lui, il était sur cet objectif, enfin sur cette vision-là. Moi, ça me dérangeait pas de prendre 30 secondes ou 1 minute et de repartir. Mais je sais que Manu, lui, il s'arrêtait jamais, quoi. Voilà. Donc chacun voit en fonction de ses possibilités et puis de sa mentalité à la course, quoi. Moi, c'est mon point faible, la course, donc je tire au flanc. Et ça inclut de la marche aussi, ou bien c'était vraiment tout le temps en train de courir? Alors, sur les 420 bornes, j'ai dû courir 370, 380 bornes, et après il y a eu un peu d'alternance entre la marche, la course, quoi. Bon, en plus l'avant-dernière nuit, j'étais un peu parti, je voyais des dragons dans les arbres et tout ça, c'était un peu chaud. Donc en fait, quand tu dors pas, ton cerveau il finit par te jouer des tours, et donc voilà, quoi. Et à ce niveau-là, parce que le manque de sommeil, c'est quand même costaud. T'as dit, tu dormais 2 heures par jour, allez, sur 8 jours. Enfin, je sais pas, t'as dormi quoi? 15 heures à peu près, ouais. Grand max, quoi. T'as dormi 15 heures sur 8 jours, quoi. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Non, effectivement. Et ça, comment tu fais pour déjà, tu parlais de cycle. Tu disais que t'avais des cycles de sommeil. C'est quelque chose que t'as mesuré. Tu fais accompagner à ce niveau-là? Alors, à l'époque, j'avais testé un peu comme ça avec un pote ou deux, de voir à combien était mon cycle. En fait, si on dort dans un cycle, on a tous des cycles différents, on est d'accord, qui sont à peu près entre 50 minutes et 1 heure. Si nos cycles, si tu te réveilles en dehors du cycle, tu vas être complètement fracassé. Si tu arrives à bien dormir sur ton cycle, en fait, il va être suffisant pour récupérer. Donc, il a fallu trouver le bon temps, la bonne résolution du cycle, et après, on l'a adapté à 1 cycle, 2 cycles ou 3 cycles suivant. Mais ça n'avait pas été calculé scientifiquement, on l'avait fait un peu à l'arrache.com, mais bon, on a eu du bol, ça a fonctionné. Mais comment tu fais pour l'identifier, ton cycle, pour savoir que tu es à 54 minutes plutôt que 57? En fait, on s'obligeait... Alors, les gars me surveillaient quand je dormais, et on disait, bon, on essaye de dormir un cycle, donc voilà, je m'endormais, et tout seul, je me réveillais au bout de 55 minutes à peu près, quoi. Voilà. Et en fait, on est arrivé comme ça à calculer qu'il était à 55 minutes, quoi. Mais c'était vraiment empirique, hein. Je te parle de ça, on est dans entre 90 et 2000, quoi, puisque j'avais fait des quintuples, des sextuples, des trucs où il fallait vraiment jouer sur le sommeil. Et donc, on avait fait un peu méthode empirique. On s'était un peu... on avait voulu un peu pomper sur les mecs qui faisaient les traversées à la voile et tout ça, mais eux, ils dorment par microcycle, et en fait, un microcycle, c'était pas suffisant, quoi.
vu l'effort. Oui, clairement, c'est pas la même chose sur une voile. Enfin, ça reste physique aussi, hein, mais je veux dire, t'es moins, je comprends. Ok, et donc du coup, tes cycles, toi, tu savais que c'était 55 minutes, donc j'imagine de toute façon, t'as pas trop de problèmes pour t'endormir dans ces cas-là, Non. donc Ouais. toi, tu t'écroules, Ouais. et t'as un réveil 55 minutes plus tard qui sonne, quoi. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, il sonne même pas. C'est soit quelqu'un vient me réveiller, soit de moi-même, je vais me réveiller. Et si je me rate, que je suis à 30 secondes en dehors des clous, le mec va me bouger et puis va me dire Pascal, faut y aller, quoi. Voilà. Mais faut Parce que toi, tu l'entendais encore, le réveil? Ah non, mais je le mets même pas parce que non, tu le mettais pas. non, parce que en fait, si imagine, tu t'es endormi avec au lieu de t'endormir en 30 secondes, tu t'endors en 2 minutes 30, bah en fait, tu as 2 minutes de décalage, quoi. Et si tu as mis le réveil, bah lui il sonne avant et du coup il sonne dans ton cycle. Donc c'est vraiment ça, c'est le genre de truc où il faut faire gaffe, quoi. Ouais. Mais donc tu disais que c'était pas millimétré, mais quand même. Ouais, à peu près. Ouais, non, loin, mais quoi. ouais, disons qu'il faut pas trop dépasser la dose prescrite, quoi, parce que sinon après on part un peu cacahuète. Tu parles pas mal de ceux qui t'accompagnent. T'avais constitué une team autour de toi à ce moment-là? Ouais, alors quand j'habitais en région parisienne, j'avais pas mal de potes, j'avais une bonne équipe que j'ai perdue après en venant habiter par ici. Alors j'ai quelques potes qui restent des fidèles, hein, comme par exemple un mec qui est un peu connu sur le circuit, qui s'appelle Alain Roux, qui est le speaker officiel de la Fédé française de triathlon, qui était là à mon premier défi, qui était policier comme moi. Et comme il faisait toujours le con quand on partait en compète, un jour j'y ai dit Alain, je vais faire un truc pour le Téléthon, tu veux pas prendre le micro? Il m'a dit je suis pas animateur, mais c'est pas grave, tu dis que des conneries, tu vas bien arriver à t'en sortir. Donc j'y ai donné le micro, il a animé pendant les 30 heures, l'année d'après il a animé pendant les 6 jours, et en fait après il en a fait son boulot et c'est devenu le speaker officiel de la Fédé, quoi. Donc c'est un vrai proche et c'est un pote qui est toujours là quand je fais des trucs, voilà, quoi. Et on avait constitué une petite équipe où il y avait un Toubib qui était là un peu pour mettre au propre, au carré, ce que nous on faisait un peu de manière empirique. Quelques potes qui avaient fait du haut niveau dans des disciplines comme la natation, le vélo, etc., qui arrivaient aussi à donner des cadres pour pas que je m'entraîne n'importe comment. Et puis ouais, il y avait une équipe, puis des mecs qui étaient bénévoles, qui venaient toujours pour faire de la photo, de la vidéo, etc. Et c'était assez sympa, quoi. Aujourd'hui c'est plus compliqué, je fais tout seul, c'est vraiment chiant, quoi. Ouais. Et je vois aussi dans toujours dans ton palmarès, encore une fois au Mexique, champion du Mexique sur distance Ironman à Monterrey. C'est quoi champion du Mexique du coup? C'est-à-dire que t'as fait le meilleur record du. Alors en fait, en 2002, je crois, je retourne au Mexique donc pour faire un DK Ironman. Et je suis blessé en cours de route et je suis obligé d'abandonner. Donc j'arrête. Et je me soigne. Et le mec il me dit on organise un Ironman à la fin de la semaine. Parce que un DK ça dure sur 18 jours. Hein. Les premiers finissent en 8 jours, mais les derniers ont 18 jours pour finir. Et il me dit on organise un Ironman, tu veux pas le faire? Ouais, si tu veux, ouais. Il me dit c'est championnat du Mexique. Ah bon? Ouais, moi ça va pas changer grand chose dans ma vie et du coup je le fais, je gagne et le mec il me dit t'es champion du Mexique, mais je suis français. Oui mais t'es champion du Mexique. Bon voilà, donc, en fait je suis champion du Mexique sur la distance parce que j'ai gagné la course, quoi. Mais ouais, voilà, c'est plus une ligne au palmarès, c'est plutôt marrant qu'autre chose, quoi, parce que j'avais pas trop l'air d'un Mexicain, donc mais bon, c'était plutôt la partie sympa du truc, quoi. Normalement, en étant français, tu peux pas être champion d'un autre pays. Comme un Mexicain pourrait pas être champion de France, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Ça c'est les magouilles, c'est ça? Ouais, je vais dire, ouais, c'est encore les magouilles mexicaines, ouais. Comment, alors on reviendra après sur là où t'en es actuellement, parce que t'es bien au-delà du DK Ironman, mais ne serait-ce que pour le DK Ironman, comment on se prépare
pour ce type d'épreuve? Est-ce que tu t'amuses à te taper des DK Ironman toute l'année ou tu fais du long? Est-ce que tu fais des journées ou des expéditions? Tu pars 3 jours non-stop en vélo pour préparer la distance en vélo. Enfin, comment est-ce qu'on se prépare à ça? Alors, je vais dire maintenant avec l'expérience, c'est un peu plus facile. À l'époque, encore une fois, c'était un peu empirique, on savait pas trop où on allait sur ce genre de distance. Alors, moi, ce que je faisais en parallèle, je faisais une préparation comme si je faisais Paris-Brest-Paris à vélo. Donc, je faisais les brevets de 200, 300, 400, 500 bornes et 600 bornes, comme si je préparais Paris-Brest-Paris, donc pour la partie vélo. Pour la course à pied, je me tapais des marathons à droite, à gauche, 100 bornes, machin, par-ci, par-là, et j'allais courir tous les jours. Je faisais tous les matins entre 20 et 30 bornes tous les jours. Et en natation, là c'était un peu mon point fort, je vais dire. Je nageais, grand max 15-20 bornes de temps en temps, mais sinon je faisais des séances de à peu près 8000 mètres, quoi, pas beaucoup plus, quoi. Par contre, là je mettais de l'intensité. Je nageais en club d'ailleurs à cette époque-là, donc je nageais comme un nageur et après je faisais un peu d'endurance en plus en natation. Un peu d'endurance en natation, ça me fait rire. Du coup maintenant forcément c'est plus facile comme tu dis, avec l'expérience, avec aussi les techniques d'entraînement qui ont évolué. Quand je parlais de préparation, il n'y avait pas que l'aspect entraînement, tu en as parlé rapidement, il y a aussi l'aspect sommeil, donc récupération, il y a aussi l'alimentation. Comment on se prépare à entre guillemets, passez-moi l'expression, bouffer de la poudre ou du lyophilisé pendant 8 à 10 jours et tout ça sans dormir beaucoup et en plus en faisant une bonne grosse part d'activité physique pendant ces journées-là? Alors là aussi ça a vachement évolué. Le premier DK, j'ai effectivement bouffé de la poudre comme tu dis et de la merde et rapidement je me suis aperçu que finalement j'encaissais pas trop ce genre de truc, ça allait pas et j'ai changé de méthode alimentaire. J'ai rencontré un mec qui est un diététicien naturopathe et on a complètement tout fait évoluer, tout a changé. On est passé à de l'alimentation réelle et solide et j'ai plus jamais bouffé de poudre ni de compléments alimentaires. Dans mon bidon je mets que de l'eau. Quand j'en ai marre de boire de l'eau, on met un peu de sirop, de menthe, de citron, de fraise, enfin de ce que tu veux, tu vois, juste pour avoir un fond de goût qui soit différent. Et on le sait, une molécule d'eau pure fixe moins qu'une molécule dans laquelle on met une pointe de sucre. Donc c'est important d'avoir une pointe de sucre pour que la flotte elle fasse pas que rentrer et ressortir, quoi. Voilà. Et maintenant je mange solide. C'est-à-dire que je mange des petits sandwichs avec du jambon, avec du saumon, voilà, tu vois, on en parlait, du saumon fumé, de la viande, enfin, etc. Et mon alimentation est que solide. Et par contre, je mange plus comme avant de dire, oh là là, faut manger toutes les 20 minutes, tout ça, c'est pipeau. Moi, je mange à peu près toutes les heures, voire toutes les 2 heures, et c'est suffisant. C'est vrai que quand tu fais de l'ultra, cardiaquement, tu vas pas, enfin, t'évolues pas dans des 170 ou 180 pulses. T'es plus sur de l'endurance, donc on est à aller entre 130 et 150 pulses. Et en fin de DK, à vitesse égale, on est à 90 pulses. Ça monte même plus, quoi. On est vraiment on est devenus des tractopelles et voilà. Donc c'est plus facile de s'alimenter, je vais dire correctement, et essayer de continuer à vivre comme si tu courais pas. Enfin, c'est un peu facile de dire ça, mais en fait, tu continues à t'alimenter comme si tu étais sur une journée normale sans sport, quoi. Et ça fonctionne super bien. Et tu as des check-up médicaux aussi? Tu disais que tu avais un médecin qui était présent? Ouais, alors moi je venais avec un pote qui était médecin, mais sur les courses, il y a un toubib qui est là et qui, normalement, sur un DK, tous les matins, vient prendre ta tension, regarder comment t'es cardiaquement et tout ça. Mais bon, en général, les mecs qui font du DK, ils sont quand même, enfin, ils se connaissent tous par cœur et on n'a pas vraiment besoin du check-up matinal, mais bon, voilà, c'est plus de la sécurité qu'autre chose, je pense. J'imagine que c'est pour l'organisation aussi l'organisation doit se
se protéger d'une certaine manière, ils sont obligés de fournir ce genre d'assistance. Ouais, tout à fait. Bon, et puis après, ça peut être rassurant pour eux, enfin, plus que pour nous. Nous, on a plutôt l'impression de perdre du temps, quoi. Passer 10 minutes avec un toubib, c'est une perte de temps, quoi. On a perdu 10 minutes sur la course. Mais bon, voilà, faut le faire, on le fait, point. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus qui est marrante. Je pense que tu l'as déjà vécu aussi. C'est quand tu te prépares sur de l'endurance, sur des choses assez longues. Moi, j'étais en prépa l'année dernière pour un défi de traverser la France en courant. Et puis, à un moment, j'ai eu un petit coup de moins bien, quelques vertiges, quelques malaises. J'étais à l'hôpital. Ils ont pris ma tension. Ah, vous êtes à 38 battements, ça va pas. On va vous envoyer faire toute une batterie de tests. Ben non, c'est normal. C'est ma tension au réveil. Voilà. Et donc, je peux comprendre le coup du. On passe chez le toubib pour se faire prendre l'attention et les battements, en fait, tu te connais effectivement tellement bien, surtout quand tu fais de l'ultra, qu'à un moment, tu sais toi-même détecter s'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est ça. Et alors, pour avoir le même type d'anecdote que tu viens d'expliquer, moi, je suis réserviste à la Légion étrangère, et il y a 3 semaines à peu près, j'ai passé les tests médicaux pour la reconduction de mon contrat. Donc il faut imaginer un infirmier russe qui fait 2 mètres de haut et 150 kilos. Le mec il me fait le check-up, tout ça, l'électrocardiogramme, et après il rentre dans l'ordinateur les données et il dit bon, cardiaque 44, ça marche pas machine 50. Alors j'ai dit non mais c'est normal, 44, t'inquiète pas, voilà, c'est... Il me fait non mais c'est machine qui prend pas en dessous de 50. En fait il rentrait dans l'ordi, mais en dessous de 50 pour eux ça n'existait pas, quoi. Voilà, donc bon, c'était assez marrant, c'est un peu dans l'esprit de ce que tu venais de dire, quoi. Exactement, ouais. Donc là, tu touches au DK, tu t'éclates, tu t'amuses, tu continues à en faire. Accessoirement, t'es blessé, tu vas juste faire un Ironman que tu gagnes et t'es champion du Mexique. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà éclaté par ailleurs? Alors, on revient un petit peu sur le cours, mais sur le circuit classique du Embrun, du Nice, des championnats du monde d'Ironman simple, un seul, à Hawaï, ce genre de choses? Non, alors malheureusement, quand j'ai attaqué de l'ultra, c'est quand même vraiment spécifique et du coup, j'ai pas pu travailler la qualif à Hawaï. Alors, j'ai fait quelques Ironman du circuit, j'ai fait le Japon, l'Australie, le Brésil, etc. Mais je me suis jamais préparé vraiment spécifiquement, et j'y allais plus pour dire allez, je vais faire un voyage au Brésil et puis on va faire un petit Ironman comme ça, quoi. Voilà. Donc j'ai jamais eu l'occasion de faire Hawaï. Bon, faut savoir, après moi je vois ça du haut de ma fenêtre, mais faire Hawaï c'est un business, quoi. Et moi je suis plus dans l'esprit faire du sport pour se faire plaisir. Et c'est vrai que dépenser des milliers d'euros pour aller faire Hawaï, bon après des Ironman, je crois que je dois en être aujourd'hui à je sais pas, plus de 300, donc j'ai peut-être pas besoin spécialement d'aller faire Hawaï, mais j'aurais bien aimé le faire une fois, histoire de dire j'ai fait Hawaï, quoi. Voilà, mais bon. Bon, c'est pas fini, hein. Et puis tu dis qu'à chaque fois que tu te lances dans des défis, c'est pour des causes caritatives. Il y a le billet d'accès sans passer par les slots si tu soutiens une cause. D'ailleurs, très rapidement sur le budget, une inscription à un DK Ironman et le budget qui y est associé, c'est-à-dire je sais pas, une année de prépa, ça représente quoi? Alors l'inscription, je vais te donner l'exemple de l'année où je gagne. L'inscription c'est $1000. $1000 auquel tu ajoutes le billet d'avion pour le Mexique, pour moi, plus les 2 personnes de l'encadrement, parce que c'était compliqué de dire les gars, vous venez m'accompagner mais vous payez votre billet, donc ça se faisait pas. Donc les 2 billets, l'hébergement pour tout le monde, sachant, et on revient aux magouilles du Mexique, que le mec il louait une espèce de auberge de jeunesse, enfin je sais pas quoi, on va dire un truc comme ça. Il louait les chambres $5 et il nous les sous-louait $20, quoi, tu vois, par personne. Et on était 4 ou 5 dans le bordel. Donc voilà, tout ça c'était un budget. Donc en gros, de mémoire, ça devait faire aller à peu près, je sais pas, 3-4 000 $. Et j'ai gagné, en gagnant, j'ai gagné $1000, quoi. Voilà. Donc en gros, il m'a remboursé mon billet, mon inscription. Voilà. Donc, mais ouais, en gros, c'est à peu près ça, quoi.
ça revient moins cher que d'aller à Hawaï pratiquement, puisque à 3 on est parti pour moins cher que tout seul à Hawaï, je vais dire presque. Ouais, mais disons que le DK, tu fais ça pour la gloire, tu fais pas ça pour l'argent. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que quand tu gagnes à Hawaï, tu gagnes pas juste les frais d'inscription. Ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et bon, et puis évidemment, tu nous as dit, chaque année, tu fais un peu plus que le défi précédent. Maintenant, t'es passé sur un truc encore plus fou. Tu peux nous en parler ? Ouais, alors le défi de l'année dernière, c'était de réaliser le plus d'Ironman dans l'année, mais sous forme ultra. C'est-à-dire, parce que donc on connaît Ludovic Chorgnon qui a fait 44, je crois, si je dis pas de conneries, 44 en 44 jours. Bon, voilà, des gars qui ont fait des Ironman comme ça. Et moi, l'idée, c'était de faire le même esprit sur une année, mais à chaque fois avec des DK Ironman. Donc, j'ai fait 3 DK dans l'année, un septuple. Enfin bon, au total, ça a fait 117 Ironman sur l'année dernière, quoi. Et la spécificité, c'était que tout se faisait sur place. Tout était en statique. La natation dans un spa de nage, c'est assez sympa. Je connaissais pas, c'est assez fandard. Le vélo sur home trainer et la course à pied sur tapis. Voilà, c'était le défi de l'année dernière. Et le défi de l'année prochaine va être dans le même acabit, sauf que j'affronterai un mec à chaque fois. Tu t'as pas l'impression d'être un hamster qui tourne dans sa roue en fait? Non, parce que alors, on le sait, hein, et puisque tu fais un peu d'ultra, tu le sais aussi. L'ultra, c'est d'abord un travail psychologique, c'est-à-dire qu'on va être contre soi avant d'être contre les autres. On est d'accord jusque-là? Et donc, moi, j'aime bien pousser le psychologique jusqu'à dire qu'est-ce que tu es capable de faire et jusqu'où tu es capable de pousser et ton corps et ton esprit. Passer par exemple 11 heures dans un spa de nage de 5,40 m pour nager 38 bornes, je peux te dire que c'est assez space, quoi, hein. Après, faire 1800 bornes de vélo sans bouger d'un mètre sur un home trainer et ensuite courir 420 bornes de course à pied sur un tapis, c'est... Ouais, voilà, là on est vraiment dans la recherche psychologique, et encore une fois, l'INSEP a encore fait des études là-dessus, c'est que quelque part, je pense que c'est pas aussi anodin que ça, quoi. Et quel était l'intérêt de le faire en statique, plus simple au niveau logistique? Voilà, ouais, complètement, plus simple au niveau logistique, et surtout beaucoup plus économique, parce que si toi tu pars par exemple pour faire 1800 bornes de vélo, il faut que tu aies derrière toi un véhicule de protection. Tu peux pas partir en autosuffisance, enfin voilà, donc ça veut dire des gens, etc. Alors que si tu es en statique, même si tu es tout seul avec ton gamin ou avec j'en sais rien, un pote qui est là pour te remplir les bidons de temps en temps et machin, c'est largement suffisant, quoi. Mais en termes d'effort, il y a une grosse différence. Je veux dire, en statique, tu n'as pas l'inertie du mouvement. Enfin, je veux dire, sur un home trainer, normalement, tu pédales, si t'arrêtes de pédaler, t'arroses plus, quoi. Ouais, alors que sur route, c'est pas pareil. Ouais, alors, la natation, je vais dire, c'est pareil. Le spa de nage, que tu sois en spa de nage ou que tu sois en eau libre ou en piscine, c'est exactement la même chose. Tu règles la vitesse de la turbine en fonction de la vitesse à laquelle tu veux nager. Moi, je mets une 30 au 100 et à partir de là, la turbine, elle envoie et toi, tu te mets dedans et roule bouboule, quoi. Voilà. Après, un vélo... Ouais, c'est la seule différence avec le milieu naturel, c'est que dans une piscine ou dans un lac ou dans une rivière ou dans la mer, éventuellement, tu as du courant en face, mais t'as pas tu règles pas l'allure à laquelle tu vas rouler. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais après, quand tu te connais, tu sais comment tu vas nager et puis tu vas glisser, etc. Là, tu es face au courant. Après, à vélo, je voulais juste préciser, comme là on est en visio, quand tu as dit que tu règles la turbine sur une 30 au 100, Olivier et moi on a juste fait des yeux qui dépassaient l'écran, quoi. Parce que une 30 au 100, déjà c'est un temps assez sympa, mais une 30 au 100 sur 38 bornes multiplié par X fois où tu l'as fait dans l'année, on te tire notre chapeau, hein. Ouais, non, mais bon, après, voilà, comme je disais tout à l'heure, la natation c'est devenu un peu ma spécialité, et nager une 30 sur ce genre de distance,
Bon, c'est plus une question d'habitude, quoi. Après, c'est de la glisse, quoi. Hein, on va pas se le dire. Et alors, l'avantage du spa de nage, c'est que tu es obligé de nager correctement. C'est-à-dire que si tu es en eau libre ou en piscine, tu vas avoir tendance à nager un peu bric-à-brac. Dans un spa de nage, si tu vas pas chercher loin devant, que tu pousses pas loin derrière, tu es éjecté du spa. En fait, tu es éjecté du courant et t'avances plus, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention comment on nage. Et c'est ce qui fait toute la technicité du truc. Donc pour en revenir après, c'est comme sur un tapis, quoi. Quand le tapis il tourne, voilà. si t'arrêtes de courir, tu finis dans le mur d'en face, quoi. Ouais, parce que j'ai entendu des mecs dire c'est trop facile, le tapis il tourne. Bah ouais, du con, le tapis il tourne, mais en attendant, si toi tu cours pas dessus, t'es éjecté, quoi. Donc voilà. Et alors, le seul truc où effectivement c'est plus facile, c'est le vélo, parce que moi j'ai pris l'option de faire sur un pignon fixe. Et sur des rouleaux, c'est-à-dire ancienne génération. On est sur des rouleaux qui vont te donner l'impression d'être sur une piste en bois. Donc, pas de vent, pas de côte, pas de gravillon, pas de... voilà, rien du tout. Donc, c'est vraiment... Tu vas pédaler pour pédaler, quoi. Tu fais tourner les jambes. Les watts, c'est... Enfin, on a fait un calcul, je crois que ça doit faire grand max 150 watts, quoi. Donc, c'est vraiment... C'est du basique. La différence, c'est que... moi, je mets un bracket 55 à l'avant, 12 à l'arrière. Une cadence de pédalage entre 90 et 100. Et alors c'est sûr que du coup ça va vite, quoi. Et souvent les gens ils disent ouais mais c'est trop facile, il n'y a pas de résistance. Viens pédaler. Et une fois il y a un mec qui est venu pédaler sur la foire de Paris, j'ai dit écoute je te prête mon vélo, tu viens et après tu ouvriras ta bouche, quoi. Donc le gars est venu, il a pédalé un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure il est descendu, il est allé voir le speaker, donc Alain dont on parlait tout à l'heure, et il a dit il est jobard ce mec, ici il n'y a pas d'air, on n'arrive pas à respirer, le braquet il est énorme. Et voilà, ouais, mais les gens pensent toujours que c'est facile. Si c'est facile, ça se saurait, quoi. Donc, si c'était facile, ça se saurait. Et moi, j'aime bien ce concept de sur place, parce que là, vraiment, tu vas chercher au fond de toi, quoi. Le physique, à un moment, il s'adapte. Lui, il va toujours s'adapter. Sauf que ta tête, c'est à elle de s'adapter et d'être capable de faire le vide et de penser à rien d'autre que en fait d'être une machine mécanique et de tourner les jambes ou de courir quand tu es sur le tapis, quoi. Ouais, puis comme tu le disais, de la même manière que dans la partie natation, ça peut être plus facile quand tu es en milieu naturel ou même en piscine parce que tu peux nager un peu n'importe comment. Sur le home trainer, oui, t'as pas les montées, t'as pas les descentes, t'as pas les variations de parcours, mais justement c'est ça qui rajoute aussi une difficulté, c'est que ton effort il doit être linéaire, toujours le même, tu peux pas récupérer, alors que ça dure pas 15 minutes ton effort, t'es parti pour quelques paires d'heures. Ouais, et puis un pignon fixe, c'est pour ça que je le fais sur pignon fixe. Sur un pignon fixe, tu peux pas t'arrêter de pédaler, autant comme tu le disais tout à l'heure, avec un vélo normal, tu peux être un peu en roue libre. Un pignon fixe, si tu arrêtes de pédaler, ça s'arrête tout de suite, quoi, boum. Et le braquet étant énorme, et si tu t'arrêtes, faut relancer la bécane, etc., quoi. Donc ça paraît toujours facile. C'est vrai que quand on est dans son canapé avec une binouse, ça paraît toujours facile. Mais l'air de rien. Et c'est pour ça que cette année, j'ai un pote qui est l'ancien officier communicant de la patrouille de France. Et l'année dernière, sur le défi, il me dit écoute, pourquoi t'affrontes pas des mecs ? Les gens comprendraient un peu plus ce que tu fais, parce que là, t'es dans ton coin tout seul, les gens ont du mal à comprendre. Alors, sur le coup, il y a toujours l'ego, tu sais, qui parle et qui dit affronter des mecs, je vais me faire arranger, tout ça. Et du coup, l'ego en aurait pris un coup. Et puis, j'ai réfléchi, puis après, je me suis dit finalement, il a raison. De toute façon, si j'en fais 200, puisque c'est l'objectif de l'année 2024, d'en faire entre 150 et 200, automatiquement sur 200 je vais me faire taper, mais j'en ai rien à foutre, quelque part c'est pas l'objectif, mais ça va permettre aux gens de venir voir ce que c'est sur place, de venir faire un Ironman dans les mêmes conditions que moi, avec le même home trainer. Ils amèneront leur vélo, parce que je vais pas leur donner mon vélo non plus, mais ils nageront dans le même spa, ils pédaleront sur les mêmes rouleaux et ils courront sur le même tapis, même marque, même modèle, et comme ça tout le monde sera à égalité. Et on verra si c'est si facile que ça, quoi.
sur 150 ou 200 mecs, bah, il sera toujours possible de dire est-ce que c'était facile ou pas. Ça reste un Ironman. Hein. Dans cette idée-là, pour l'année prochaine, on prend un peu d'avance, mais pour l'année prochaine, là, tu pars plus sur des multiples de DK, de sextuple ou d'octuple Ironman. Là, tu pars sur 200 Ironman dans l'année. Ouais. Un Ironman, pause, un autre Ironman, ouais, voilà, pause, c'est ça. etc. Qu'on va faire dans des lieux où il y a un peu de monde, parce que l'idée, c'est quand même de faire découvrir pour ceux qui connaissent pas encore le triathlon. Il y en a encore qui disent que le triathlon c'est du tir et du ski. Donc l'idée c'est ça, de créer aussi un côté humain, quoi, enfin de la solidarité, etc. Toujours pour une cause et puis voilà, l'idée ça va être ça, quoi. De pouvoir rencontrer des gens et qui viennent vivre un petit peu quelque part ce que toi tu vis, histoire de voir comment ça se passe, quoi. Donc l'année passée, tu as fait 117 Ironman à chaque fois en format ultra, donc au moins 2 à la suite, quoi. Ouais. Et l'année prochaine, c'est 200 fois un Ironman. Ouais, enfin entre 150 et 200. Après, ça va. Le problème, c'est pas de faire 200 Ironman. Je pense que voilà, je les ai dans les jambes. Le problème, c'est de trouver 200 dates, enfin 200 sites pour pouvoir les réaliser, quoi. Donc on va se mettre sur des foires, des trucs comme ça. Donc par exemple, une foire, c'est 12 jours. Foire de Paris, foire de Marseille, foire de Montpellier. Chaque fois, c'est 12 jours. Donc tu vois, on va en enchaîner 12 à la foire de Montpellier. Une semaine après, c'est la foire de Marseille. On en enchaîne 12 sur la foire de Marseille, etc. quoi, voilà. Donc l'idée, c'est de créer des animations à droite et à gauche pour faire connaître le tri, je le disais, et puis surtout pour que nous, on soit dans un cadre sympa, au contact du public pour faire découvrir notre discipline, et puis que les gens qui viendront m'affronter puissent être dans un cadre sympathique, quoi. Si on fait ça dans un gymnase 100 personnes, c'est beaucoup moins drôle. Ok, et donc là tu disais tu as déjà 300 Ironman à ton actif, donc là en fait c'est une exponentielle, là t'es en train d'exploser tes compteurs. Là. Ouais, mais au pire je t'avoue qu'à un moment je compte même plus, quoi. Moi j'aime bien me lancer des défis, comme on disait au début, il faut toujours qu'ils soient plus gros les uns que les autres. Et j'avais dit, une fois que j'aurais fait l'année dernière, j'avais dit j'en ferai pas plus parce que voilà. J'aurais fait le tour de la question, et puis finalement l'idée de mon pote était pas mauvaise, d'affronter des gens, et on remet le couvert et c'est reparti, quoi. Tant que je gagne, je joue, quoi, disait Coluche. Il y a quelque chose que tu as dit aussi tout à l'heure, l'important c'est de le faire pour le plaisir. Toi, à quel moment, où est-ce que tu trouves ton plaisir, et est-ce que ça te procure du plaisir tout du long, ou il y a quand même des moments où t'es plus justement dans le plaisir en tant que tel? Alors il y a des moments où je vais galérer, c'est normal, mais moi à partir du moment où tu me fous dans la flotte avec un bonnet, une paire de lunettes, et que je sais que je m'attaque à un Ironman ou à une distance un peu compliquée, je prends du plaisir d'entrée, quoi. Voilà, là je vais prendre du plaisir. Par contre, c'est possible qu'une heure avant, en arrivant sur place, je me dise putain, ça va encore être une journée de merde ou de galère, mais dès que j'y suis, ça y est, je kiffe, quoi, parce que j'aime pousser la machine dans ses retranchements, j'aime me mettre minable, minable ou pas d'ailleurs, parce qu'en général je finis, je suis plutôt frais, mais j'aime cette sensation d'effort et d'en chier, quoi. Ouais. Donc en général t'es plutôt frais quand tu termines? Écoute, je vais te donner un exemple marrant. Tu vois, cette année il m'arrivait de faire un Ironman, et quand j'avais fini, je prenais ma bagnole, j'allais chez ma copine qui habite à 90 bornes, j'allais passer la nuit avec elle, et le lendemain je revenais pour en faire un autre, quoi. Donc je suis plutôt frais, quoi. Il y a pire, quoi. Okay. Mais attends, parce que tu fais un DK Ironman, il y a pas des moments où tu te dis en fait qu'est-ce que je fous là, j'ai envie d'arrêter, j'en ai marre, ça me gonfle, ça doit arriver ces moments-là. Ouais, sur un DK ça arrive. En général ça arrive dès le départ en natation, au bout de 2-3 heures.
tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi, putain, mais qu'est-ce que je fous là, parce que la natation c'est quand même long, enfin, tu peux pas parler, autant le vélo, la course à pied tu peux discuter avec les gens autour quoi. La natation tu peux pas parler, donc moi j'aime bien jacter un peu, donc en natation t'es seul avec toi quoi, donc il y a des fois tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, puis bon ça passe rapidement et en fait il faut savoir faire le vide et si tu te connais par cœur et tu sais te gérer, bah voilà, c'est un épisode qui passe, qui vient, qui passe et qui repart quoi. Et après tu restes focus sur ce que tu dois faire. T'as déjà abandonné, hormis les blessures, t'as déjà abandonné? Ouais. Alors j'ai abandonné un double Ironman aux États-Unis. Je pars aux États-Unis, je sors premier de l'eau, je fais tout le vélo en tête, je pars à pied tout seul et le mec derrière moi il est à une demi-heure à peu près. Et on est de nuit, je cours à pied de nuit dans une forêt, j'ai pas d'assistance, je suis tout seul et au bout de 40 bornes ça me gonfle, je me dis mais qu'est-ce que tu fous là, putain j'abandonne. Et alors là t'as personne pour te dire arrête tes conneries et dans ma tête je me dis oh là là j'arrête, puis tu te cherches plein d'excuses après, t'as mal dit, t'as mal là, mais en fait t'as mal nulle part, c'est juste dans ta tête que ça va pas. Et là j'ai dit allez j'arrête, je me pose, c'est terminé, je me fous dans la bagnole, je dors, et puis je dors, je sais pas, 1 heure peut-être, 1h30, et au bout d'1h30, mais je me dis, mais putain, t'es venu aux États-Unis, là, t'es là en train de faire une course, t'es en tête et t'abandonnes, t'es vraiment un connard, allez, tu repars, et boum, et je repars, sauf que je suis plus premier, je suis 13 ou 14e, quoi. Et là, il me reste 40 bornes pour me cracher dans les mains et revenir sur le podium, et je me crache dans les mains et je reviens sur le podium, je fais 3, mais si j'abandonne pas, je gagne, quoi. Donc en fait j'ai abandonné, mais derrière j'ai repris quand même. Donc mais c'est pas un bon abandon ça, parce que ouais, c'est pas un vrai abandon, mais bon, mais ouais, mais ça arrive rarement. En général, je suis pas trop du genre à abandonner, mais bon, voilà, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Faut vraiment pour que j'abandonne, faut que tu me casses les 2 jambes, et encore des fois, même avec un truc cassé, je continue. Donc ouais. T'as un surnom Terminator, ça vient d'où? Alors, en fait, en 1991, donc sur le Téléthon, quand je fais mes 6 Ironman, il y a une journaliste du Républicain de l'Essonne qui vient, elle arrive à la piscine, et au début je sais pas qui elle est, et je la vois qui me regarde de haut en bas, j'étais en maillot de bain en train de me préparer, et elle me dévisage de haut en bas, comme ça, et je lui dis qu'est-ce qui vous arrive? Elle me fait, bah voilà, elle se présente, je suis journaliste au Républicain, tout ça. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Enfin bon, voilà. Et puis, elle me dit, l'article sortira jeudi. On est mardi, je crois, ou mercredi. Et l'article sort le jeudi. Et l'article est titré « J'ai rencontré Terminator ». Et en fait, ce surnom est resté. Voilà, donc il n'est pas de moi, il est de cette journaliste. Et le surnom est resté, et puis voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Enfin, à l'époque, c'était la période où sortait Terminator 1, et c'était assez sympa, quoi, voilà. Donc c'est resté. C'est vrai que sur ton site, il y a une photo de toi où on voit juste ton épaule avec ton tatouage. Tu ressembles un peu de dos, soit à Van Damme, soit à Schwarzenegger. À choisir, je sais pas trop. c'est la période Terminator et consorts. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, et après c'était honorant même, enfin de se faire surnommer comme ça, ouais, c'était un peu un honneur, quoi, parce que Terminator c'était quand même la machine, et ouais, j'avais trouvé ça drôle, et du coup c'est resté, quoi. La machine, mais la machine, bon, parfois elle peut tomber en panne, comme toutes les machines. T'as eu des blessures, tu l'as dit plusieurs fois. C'est quoi les blessures qui reviennent chez toi? Alors en fait j'ai eu des blessures jusqu'en 2000, ouais, à peu près 2000, jusqu'à ce que je sois champion du monde en fait. Les blessures récurrentes c'était des tendinites, genoux, des conneries comme ça, surtout les genoux, en fait c'est surtout les genoux qui trinquaient, et en 2000 je me blesse. Et j'ai un pote qui est en équipe de France de cyclisme et qui me dit, écoute, va voir ce gars-là, il s'appelle Olivier Bouillon, il est ostéopathe à Boulogne, c'est un peu compliqué d'avoir un rendez-vous, mais va le voir, tu vas voir, c'est un magicien. Et je vais voir ce mec. Et
Et il m'allonge sur la table, il me soulève les 2 pieds, il ferme les yeux, il me dit alors il y a le rein gauche qui est bloqué, ça bloque le diaphragme, le cœur bat la chamade et il y a un poumon qui s'ouvre qu'à moitié. Il repose les pieds. Et là je me dis le mec il me prend pour un con quoi. Moi j'avais jamais vu d'ostéo de ma vie, je me dis lui il m'a pris pour une truffe. Et en fait il avait vu juste, au lieu de me lever le matin en battant à 34-35, j'étais à 55, donc le cœur battait pas normalement, j'avais du mal à respirer, donc effectivement il y avait un poumon qui s'ouvrait pas complètement, et j'avais ce déséquilibre qui me faisait une tendinite au niveau de l'insertion de la cuisse. Et en 2 séances il me remet d'aplomb, et en fait depuis j'ai toujours bossé avec lui, et j'ai jamais été reblessé. J'ai eu des débuts de petites tendinites, des petites conneries qui étaient soignées rapidement avec le naturopathe ou l'ostéo, et je me suis jamais reblessé quoi. Donc en fait si tu as un bon équilibre, j'avais un problème, j'avais une jambe plus courte que l'autre, donc on a mis une semelle pendant un moment qui m'ont permis de rééquilibrer le bassin, et une fois que tout ça a été remis d'aplomb, je me suis jamais reblessé, et aujourd'hui encore si je me blesse c'est plus des conneries, tu vois. Là je me suis cassé un doigt en tombant du spa, mais mais bon là c'est pas dû au sport, c'est dû à ce que je sais pas ce que j'ai foutu, mais voilà, mais les blessures pour le moment, je croise les doigts, je touche du bois, j'en ai pas eu quoi. Et tu t'as fait une tentative aussi de la Transsibérienne en 2016 il me semble. Ouais. En fait c'était une course donc organisée par Red Bull Russie, qui partait de Moscou et allait jusqu'à Vladivostok à vélo. Il y avait je sais plus 12 ou 13 étapes, la plus courte c'était 400 bornes, la plus longue c'était 1300 bornes. Je suis parti un peu en vrac, sans budget, avec des fringues pourries, enfin bon voilà, et là c'était purement cycliste hein. Et la première étape, pour te donner une idée, c'était 395 bornes, je crois, et on l'a bouclé à presque 40 de moyenne. Truc de dingue. Et tu dis vous étiez plusieurs? Ah ouais, on était alors 7 individuels au départ et 3 teams de 2. Voilà, donc voilà, eux se relayaient et nous on faisait en individuel, et je me suis blessé le 3e ou le 4e jour en fait, comme j'avais un cuissard pourri, ça m'a fait une brûlure sous la fesse au 3e degré, et j'avais un trou sous la fesse quoi, et j'ai été obligé de bâcher, j'arrivais plus à m'asseoir sur la selle et tout ça, donc comme c'était un peu organisé sympathiquement, je me suis reposé pendant 4 jours, j'ai soigné mon problème, et après j'ai pu refaire quelques étapes comme ça, mais j'étais plus dans la course, mais voilà, je pouvais continuer à participer, c'était assez sympa, et à y être, à traverser la Russie, autant la faire à vélo, c'était plutôt cool, donc voilà, mais ça roulait très très fort hein. Le mec qui gagne c'était un ancien pro qui courait chez Tinkoff à l'époque je crois, bon ça avionnait quand même hein. C'était vraiment costaud, ouais. Et la Russie, on croit que c'est plat, mais c'est une tuerie. Et les bosses en France, tu montes un col, ça monte 20 bornes, mais ça tourne comme ça. En Russie, tu montes 20 bornes, c'est tout droit comme ça. T'es au pied et tu vois 20 bornes plus haut où tu vas, quoi. Et là, c'est la folie. Tu te dis, jamais de la vie, ça va s'arrêter, ce truc, quoi. Je vois, il y a les cols italiens aussi qui sont comme ça, ou grosse ligne droite, et donc forcément beaucoup plus raide, évidemment. Ah ouais, c'était la folie. Mais ouais, cette Transsibérienne, c'est une course qui m'a toujours fait rêver. Mais c'est costaud quoi. Ah ouais, c'est vraiment costaud. Il y a quoi, il y a 9800 km, ouais. Ouais. Et c'est vraiment chaud parce que en fait tu y vas en te disant ça va être de l'ultracyclisme, mais au final c'est une vraie course de vélo tous les jours. Il faut vraiment faire du rythme et tout ça quoi. Ça roule. Ouais, c'est la folie comment ça roule quoi. Si tu cherches un bon cuissard pour la refaire, demande à Olivier. Il a des bons contacts. Ouais, mais ça y est, moi aussi j'ai trouvé ce qu'il fallait, mais ouais, c'est vrai. Mais ça c'est important, tu vois, ce genre de truc. Voilà, ça c'est un truc technique. Tu peux pas partir sur une épreuve d'ultracyclisme ou d'ultra triathlon avec des fringues qui sont pas adaptées, quoi. Le cuissard c'est essentiel. Voilà, ça ne serait pas arrivé avec un cuissard
Oana.boutique pour ceux que ça intéresse. C'était l'instant promo. Je voulais revenir rapidement sur un truc que tu nous as glissé au début de l'épisode. Quand tu commençais à te lancer dans tous ces défis-là, tu travaillais dans la police. Ouais. C'est là que tu as rencontré Alain Roux. Ouais. Est-ce que tu as toujours eu un double projet, boulot et sport, ou à un moment tu as switché et tu es passé à 100% sur tes défis? Alors, en fait, au début, je faisais donc police parce que en fait, j'avais rencontré une femme qui avait 2 enfants que j'ai élevés pendant 17 ans et il fallait bien mettre de la pitance dans la gamelle. Donc je suis rentré dans la police et on m'avait dit tu vas voir en tant que sportif dans la police c'est cool, tu vas avoir des avantages et tout ça, et finalement c'était plutôt du vent. Ils savaient se servir de l'image du sportif, mais quand tu demandais 1 heure pour t'entraîner tu te faisais envoyer sur les roses. Donc à un moment en 2000 quand j'ai été champion du monde j'ai dit j'arrête, je me mets en dispo et je me concentre uniquement sur ce que je fais. Alors c'est un choix de vie compliqué parce que tu vis avec le RSA et voilà, c'est soit tu veux faire du sport de haut niveau, soit tu veux gagner ta vie. Moi j'ai choisi l'option de vivre mon rêve jusqu'au bout. On ne sait pas combien de temps on va vivre et j'ai pas envie, comme j'entends souvent. Alors, vous faites du sport tous les deux, vous le savez très bien, et les gens qui nous écoutent, qui font du sport aussi, on entend souvent autour de nous des mecs qui disent « Ah, mais si j'avais su, j'aurais été pro » ou si « Ah, mais moi, j'aurais pu, mais j'ai pas, mais non, moi, j'aurais pu, j'aurais su, j'aurais pu, je fais. » Et voilà. Demain, si j'avance plus, je changerai ma façon de voir les choses, mais j'ai pas envie de vivre avec des regrets, et je fonce. On verra bien jusqu'où on ira. Aujourd'hui, je le disais, je suis réserviste à la Légion. Ils utilisent mon image. Enfin, mon job, c'est d'organiser des opérations de visibilité pour la Légion pour recruter du français. Parce qu'on manque terriblement de soldats français à la Légion, puisque leur job, c'est, en plus de devenir légionnaire, c'est de former les étrangers qui arrivent en France et qui arrivent à la Légion à parler français en 4 mois. Quoi. Les mecs, ils ont 4 mois de formation, en 4 mois, il faut qu'ils parlent français. Donc ils sont toujours mis en binôme ou en trinôme avec un francophone pour apprendre la langue. Donc en fait le francophone il a un peu un double job, celui d'apprendre son métier de militaire et en plus d'apprendre aux autres à parler français. Donc voilà. Et l'esprit de ce qu'on organise, c'est surtout de recruter du français et de donner de la visibilité à la Légion. Et du coup ça tombe très bien puisque moi les défis que je mets en place, ça a en général pas mal de visibilité et ça en donne à la Légion, donc c'est parfait quoi. Voilà. Bon, dans les légionnaires un peu barrés et sportifs, il y a Claude Cazès aussi. Tu connais? Vous échangez, vous partagez, vous faites des défis ensemble. Tu vas l'avoir l'année prochaine? Ouais, je le connais parce qu'il habite pas loin d'ici. Il est venu me demander conseil quand il a commencé. Donc voilà. Son passage à la Légion, on va dire qu'il a été de courte durée parce que voilà, il n'a pas voulu rentrer dans le détail, mais il a fait que 3 ans et normalement à la Légion tu peux pas faire 3 ans, c'est 5 ans minimum. Donc soit il s'est fait virer, soit il a déserté. On n'est pas rentré dans le détail. C'est vrai que c'est un gars que je connais bien. Là il est parti il y a 2 jours sur un nouveau défi encore. Et voilà. Mais je pense que légionnaire, il a fait juste un petit passage. On peut pas parler de lui comme d'un vrai légionnaire, mais oui, il y a des gens, par exemple le Major Gérald qu'on connaît très bien sur les réseaux qui donne un petit peu des cours et des conseils de muscu, etc. Et oui, il y a pas mal de mecs qui viennent de tout horizon et qui ont souvent des gros pédigrés sportifs. Ouais. Pascal, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui as une superbe expérience dans le domaine, je te pose la question, comment devenir triathlète? Comment devenir triathlète? Moi, je vais dire que le problème du triathlon, le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que quand on y a goûté, on n'a plus envie de s'arrêter. C'est quand même une discipline qui est assez particulière, qui demande un peu de temps, mais c'est tellement bon, quoi. Enfin, je sais pas.
il faut essayer, et souvent on dit l'essayer c'est l'adopter. Je crois que c'est un peu l'idée du triathlon. Quand on essaye ce truc, au début on y va un peu parce que automatiquement on a au moins une discipline dans laquelle on est hors jeu. Souvent les gens disent moi je sais pas nager, bah moi non plus je savais pas nager, et aujourd'hui dans le circuit ultra je fais partie des deux meilleurs nageurs du monde. Donc je pense que il faut surtout croire en soi, et ça voilà, croyez en vous et lancez-vous dans ce sport qui est magnifique, quoi. Alors je parle pas d'ultra, hein, je parle de triathlon traditionnel, on est bien d'accord, et c'est vraiment un super truc. On allie 3 sports. T'as pas envie d'aller nager, bah tu vas pédaler aujourd'hui. T'as pas envie d'aller pédaler, tu vas courir. C'est quand même l'avantage. Le mec qui fait que de la course à pied, bah t'as pas envie d'aller courir, bah faut aller courir. Tandis que en triathlon, t'as pas envie d'aller courir, bah tu vas nager, bah tu vas pédaler. Et c'est quand même, enfin je veux dire, c'est un vrai bonheur que de pouvoir choisir ce que tu vas faire, quoi, à l'entraînement. Donc c'est un beau sport, faites du triathlon. Super, faites du triathlon, et si vous êtes francophone, rejoignez les rangs de la Légion d'honneur, de la Légion, pardon. Pascal, où est-ce qu'on suit tes aventures? Où est-ce qu'on rentre en contact avec toi? Alors, on peut me suivre sur les réseaux sociaux. J'essaye d'être présent, c'est un peu compliqué, parce que je le disais tout à l'heure, hein, tout faire tout seul, c'est hyper compliqué. J'ai mon fils de 10 ans qui me dit souvent putain, tes TikTok, c'est des trucs de baltringue, donc je change. Donc on peut me suivre sur TikTok, on peut me suivre sur Insta, sur Facebook, Twitter aussi, enfin X ça s'appelle maintenant, et puis sur mon site, j'ai un site internet, mais en général mes 3 réseaux, TikTok, Insta et Facebook sont liés. Et en ce moment je mets pas mal de tutos pour expliquer aux gens des trucs simples, par exemple comment ne pas avoir de la buée dans ses lunettes de natation, comment s'entraîner, comment se préparer, la diététique. Enfin j'essaye d'avoir des trucs assez percutants. Donc et ces 3 réseaux là sont liés, donc si vous voulez me suivre, bah avec plaisir, et je réponds à tout le monde, c'est moi qui fais tout, donc j'ai pas un community manager qui ne répond pas, c'est moi qui gère, donc c'est moi qui réponds aux questions, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai jamais mordu personne. Et j'en témoigne, on a mis un peu de temps à setuper notre enregistrement, mais c'est parce que Olivier et moi on était un peu pris par Mons et par Vaux, mais je t'ai envoyé un mail, et dans les 48 heures j'ai eu un retour avec un numéro de téléphone pour t'appeler, pour pouvoir échanger, et puis toujours dispo dans les réponses. Donc merci à toi. Écoute, on te souhaite bonne continuation, on te souhaite une bonne année 2024 qui est aussi une année de Jeux Olympiques en France, donc tu vas pouvoir peut-être travailler là-dessus, capitaliser là-dessus. J'espère qu'on aura l'occasion de te voir aussi éventuellement sur certaines des épreuves des Jeux Olympiques, puisque ce sera en France cette année. Et puis Olivier, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Yes, tout à fait. Un grand merci à toi Pascal, c'était très inspirant, ça donne plein d'idées, donc voilà, je ne m'engage à rien, mais en tout cas ça donne des idées, donc voilà, merci à toi pour ton temps, et on suivra tes prochains challenges toujours plus loin, toujours plus fort, donc on suivra ça de très près. Salut à tous, à la semaine prochaine. Merci Pascal, c'était cool. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.